Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire en live. Covid-19 et troubles psychologiques, comment faire face, comprendre pour prévenir les atteintes à la santé. Aujourd'hui, pour répondre à vos questions sur ce sujet, nous avons Jean-Claude Delgenne, expert en organisation du travail, spécialiste de la gestion de crise et président fondateur du groupe Technologia, et Michel Debout, qui est psychiatre et professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé, et aussi spécialiste de la prévention du suicide et des souffrances au travail, qui sont là pour vous exposer ce sujet et aussi pour répondre à vos questions tout à la fin. Je m'appelle Marilyn Gomez et je serai sur le chat en live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure du déroulement de la présentation. À la fin, nous y répondrons. Vous pouvez commencer. Je laisse la parole aux orateurs. Merci. Merci Marilyn. Bonjour à tous, bonjour Michel. J'espère qu'on pourra passer un bon moment ensemble et que vous trouverez du plaisir à échanger avec nous. Donc, nous allons en fait essayer de faire un point précis aujourd'hui sur la crise, là où on en est, enfin, en espérant que ce soit une sortie de crise, et voir en clair quelles sont les conséquences de cette crise sur la population, sur les salariés, voir comment on peut, dans ce cadre-là, faire face et prendre les mesures pour limiter, en matière de prévention, les effets négatifs qui ont pu être renforcés ou engendrés par cette crise pandémique. En sachant que, on le voit bien, il y a des invariants, c'est-à-dire que la crise a accentué très souvent des phénomènes qui prévalaient auparavant, avant sa survenance, et elle a pu effectivement aussi créer d'autres facteurs. Donc, il faut cerner les deux. Voilà, donc je suis très heureux de participer à cette conférence et y compris de partager avec vous et avec Michel, avec qui j'ai une amitié de plusieurs dizaines d'années maintenant, je crois. Ça ne nous rajeunit pas, Michel, mais bon, voilà. Et en sachant que, encore une fois, vous pourrez poser des questions et on pourra donc enrichir cette conférence avec cette intervention des uns et des autres. En sachant aussi que bon nombre vont recueillir après coup l'enregistrement que l'on va laisser. Voilà. Donc, je vais donc lancer cette conférence. La première chose que l'on peut dire, c'est que alors je lance et puis Michel, quand tu veux intervenir, tu me dis en fonction et puis on va fonctionner en bilatéral ainsi. Hein, ok. Donc ce que l'on peut dire déjà, c'est que si on tire les enseignements de cette crise, c'est que c'est une confirmation déjà de toute façon que le destin de l'humanité est lié au niveau mondial. On a effectivement une crise qui a débuté, on ne sait pas trop où, d'ailleurs, encore à ce stade, mais en tous les cas, on sait que sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan, je dirais, de l'humanité est interdépendante. Et ça, c'est une constante qui sera à prendre en compte pour la suite. Deuxième aspect très important, bah, on a vécu une expérience sociale traumatisante. Malgré tout, la population a su faire face, a su s'adapter, même si, et c'est un des sujets, on peut dire que cette impact sur le plan psychologique, cette sinistrose psychologique n'a pas été traitée en tant que telle. Et donc, bon, ça, c'est un élément. Troisième aspect, quand même assez intéressant, c'est que jusqu'à présent, on était vraiment dans une logique un peu très restrictive sur le plan, je dirais, de la gestion économique. Et là, en fait, on s'est aperçu avec cette crise que il y avait quand même, en dépit de la dette, des moyens considérables qui ont été mobilisés en un an pour éviter effectivement une catastrophe économique en ce qui concerne les entreprises, puisque on a eu au moins, par exemple, en mars jusqu'en juin, 4 mois, par exemple, d'écroulement d'activité économique totale, ce qui aurait emporté, bien entendu, l'ensemble de l'économie du pays si des mesures n'avaient pas été prises par le gouvernement. Autre aspect important dans la crise, on l'a vu, l'engourdissement de la prise de décision au niveau administratif. Il y a eu une plainte qui est émergée, bon, dont on pourra peut-être discuter, mais qui, encore une fois, fait partie aussi des difficultés à surmonter. Enfin, ce qu'il faut vraiment saisir, c'est que cette crise qui arrive n'arrive pas comme ça immédiatement
elle a été précédée d'un certain nombre d'alertes. Depuis maintenant la fin des années 70, on a une croissance très forte. Bon, Michel, en tant que médecin, pourra plus en parler que moi, mais on a une croissance très forte du nombre, je dirais, d'une prolifération des virus. Hein, et on les a cités en 83, le virus du sida, avec 40 millions de morts à ce jour, le STRAS avec 800 morts en 2002, le H1N1, 20 000 morts, la méningite bactérienne de la côte ouest africaine avec 5 000 morts, l'épidémie d'Ebola, 1000 morts, et bien sûr la variole et la tuberculose qui ont décimé des dizaines de millions de morts et qui sont toujours actives, hein, puisqu'on a eu l'an dernier, je sais qu'on a eu 150 000 morts dus à la rougeole, rien qu'en Afrique. Vous voyez, donc ce n'est pas pourquoi, parce qu'il y a y compris un relâchement au niveau de la vaccination dans les populations qui pensent qu'il n'y a pas vraiment de risque avec la rougeole. Donc on voit bien que on a une pression de l'humanité sur l'écosystème, qu'il y a des dérèglements et que il y a de ce point de vue-là des risques à venir en matière des virus, que ces risques ne sont pas à négliger et qu'il faut effectivement en prendre compte. C'est pas le centre de notre, je dirais, intervention, mais c'est effectivement intéressant de voir que cette pression sanitaire reste bien à envisager pour l'avenir et qu'il faut aujourd'hui tirer les enseignements de cette période qui s'achève, espérons-le, on n'ira pas vers une quatrième vague, mais il faut tirer tous les enseignements pour préparer la suite, pour préparer en fait le pays, parce qu'on sait qu'on aura d'autres, je dirais, pandémies et qu'effectivement, il faut qu'on s'y prépare beaucoup mieux qu'on ne l'était avec celle qui est en cours, hein, puisqu'on n'a pas su tirer les enseignements sur les alertes que nous avons eues depuis la fin des années 70. Voilà, donc, bon, oui. Si tu veux bien, je vais réagir et bonjour à toutes et à tous et bonjour Jean-Claude. Heureux de partager ce moment avec toi, cette discussion avec toi. Je crois que crise, il faut le mettre au pluriel d'abord. Il y a une crise sanitaire, c'est le virus, tu l'as rappelé parfaitement, mais cette crise sanitaire a provoqué une crise économique et sociale d'une ampleur inégalée depuis celle en tout cas de 1929, qui avait complètement fracturé le monde et qui est peut-être même à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, une crise économique et sociale sans précédent, et nous savons bien, et d'ailleurs, je l'avais rappelé dès le mois de juin de l'année dernière, d'il y a un an, qu'une crise économique et sociale a toujours dans l'histoire des crises, des conséquences sur la santé psychique des populations. Et que l'une de ces conséquences, c'est la montée des pensées suicidaires, puis des passages à l'acte suicidaire et parfois même des morts par suicide. J'ai donc alerté sur ce point-là, connu encore une fois de tous ceux qui s'intéressent à ces questions, mais le ministère et le ministre n'ont réagi qu'au mois de novembre suivant, c'est-à-dire qu'on a perdu 6 mois pour comprendre que cette crise allait avoir des effets psychologiques sur l'ensemble de la population. Puis la deuxième idée, c'est que certes, il y a une crise sanitaire, mais il y a eu plusieurs étapes dans cette crise sanitaire, en tout cas plusieurs réponses. La première réponse, c'est celle qui a le plus marqué les esprits, c'est lorsqu'on a appris, je crois que c'était le 16 mars dernier, restez chez vous. Et tout a été à l'arrêt. Toutes les activités ont été à l'arrêt, sauf celles qui ont été décrétées comme essentielles, c'est-à-dire pour se nourrir, pour se déplacer et pour maintenir l'ordre social, l'ordre entre les gens. Sinon, tout le monde était à l'arrêt. Tout le monde était à l'arrêt, alors que dans le deuxième confinement, ça c'était le premier confinement qui a provoqué une sidération et aussi une solidarité, parce qu'on a compris que les uns et les autres, nous devions faire face de la même façon et de façon assez égale à la menace virale. Et donc, on était tous traités de la même façon, encore une fois, restez chez vous. Mais pour le deuxième confinement, ça a été très différent. On a demandé aux gens de reprendre leur travail et à peu près 2 tiers des personnes ont repris leur travail, alors qu'un autre tiers,
lui, ne pouvaient pas reprendre leur travail. On leur a même interdit de reprendre leur travail. Je pense notamment à tout le secteur culturel, je pense au secteur artisanal, commercial, je pense au secteur du sport. Je pourrais là développer. Et donc, les gens, les travailleurs de ces secteurs ont senti qu'ils étaient un peu montrés du doigt. C'est un peu comme si c'est eux qui étaient devenus les responsables de cette crise sanitaire, alors qu'évidemment, ce n'était pas ça le cas. Et il y a eu, au lieu qu'il y ait eu une solidarité, une union dans la population, il y a eu effectivement l'apparition de difficultés, parfois même de conflits entre groupes. Ceux qui étaient le plus concernés par la crise, par l'absence d'activité, et les chômeurs, évidemment, en font partie, et puis ceux qui avaient repris un travail, mais ceux qui avaient repris un travail, et je vais en terminer par là, souvent, ils ont repris en télétravail, avec tout ce que le télétravail a pu avoir de conséquences dans le rapport que chaque humain, que chaque personne a avec son travail. On a compris que télétravailler, ce n'était pas travailler. Alors, pour compléter un peu ce que dit Michel, donc je continue, je reprends sur, y compris la question de ce que l'on a vu au niveau de l'organisation du travail. On a effectivement vu l'apparition pour faire face aux contraintes de cette distanciation pour préserver de la contamination. On a vu apparaître une nouvelle hybridation des temps sociaux, hein, avec un mélange entre le temps de travail et le temps privé, avec le télétravail. On pourra peut-être en parler parce que effectivement le télétravail a comment dire, on a découvert quelque part, puisqu'on est passé de 1,7 million de télétravailleurs avant la crise, c'est-à-dire essentiellement des cadres, des techniciens, bon, c'était très peu de gens en fait, hein, si on prend par rapport à l'ensemble des actifs, et on est passé à près de 6 millions, je dirais, dans une bascule assez violente. Sans véritable préparation, sans aucune anticipation. Alors, je précise que, en ce qui concerne le télétravail, cette nouvelle hybridation, nous avions beaucoup de retard par rapport à d'autres pays. Vous prenez par exemple un pays comme la Finlande, vous avez 32% des personnes qui avaient l'habitude déjà de travailler très souvent en télétravail, alors qu'en France, on était à peine à 7-8% de gens qui avaient été concernés, pas forcément d'ailleurs d'une manière continue, par le télétravail. Donc, on voit l'Allemagne, si on peut, qui peut être peut-être plus comparable à la France, était à 22%. Donc, vous voyez, donc globalement, le télétravail était développé à plus de 3 fois plus dans les pays à peu près semblables à la France. La France ayant une culture du management beaucoup plus axée sur l'autoritarisme, beaucoup plus sur le contrôle que, je dirais, d'autres pays où on a plus de confiance et on a plus, je dirais, la possibilité d'avoir des gens qui travaillent en autonomie que, en fait, en présentiel sous contrôle d'un tuteur tel que nous l'avons dans notre pays. Donc, autre aspect pour ce que disait Michel, c'est-à-dire la nécessité aussi de revaloriser un certain nombre de métiers qui avaient été, qui sont apparus vraiment comme essentiels. Je ne parle pas simplement des soignants, je parle des gens qui ramassaient les poubelles, par exemple, je parle des gens, des ouvriers et des ingénieurs de maintenance qui ont fait tourner le pays. Vous voyez, donc on a eu avec cette crise une mise à plat un peu des métiers qui sont essentiels dans notre pays. En fait, aussi, on a découvert l'importance du collectif de travail, comme l'a dit très bien Michel, l'importance du collectif de travail, puisque après les premiers moments où les uns les autres, les gens étaient assez contents à la fois de se reposer, parce que c'est pas, le travail peut parfois être épuisant, et avoir quelques jours de congé octroyés par la crise au départ, ça a permis de se reposer quelques jours, mais très vite est apparue la nécessité du maintien du lien avec les collectifs, absolument essentiel. On aura peut-être le temps d'en parler, mais le télétravail a des conséquences très importantes en matière d'attrition, de réduction de l'intelligence collective, de la créativité, de la sérendipité, toutes ces notions qui sont aujourd'hui, qui apparaissent comme étant très importantes, et y compris en matière d'employabilité. Parce que quand vous êtes très loin du collectif, très loin du centre de décision, vous perdez
en alimentation d'informations, vous perdez y compris en matière de captation d'informations stratégiques pour votre carrière, et tout ça n'est pas forcément favorable à votre maintien dans l'emploi. Nous, on avait fait une étude il y a quelques années, alors c'était avant le Covid, mais qui montrait que les personnes qui étaient en télétravail plus de 2 jours par semaine quittaient l'entreprise dans les 2 ans qui suivaient. Vous voyez, donc on voit bien que le télétravail peut conduire à des effets négatifs, tant en termes de promotion, tant en termes, je dirais, d'employabilité, je dirais, d'alimentation de ses capacités de travail, et puis tout simplement, y compris en termes de qualité de vie au travail. Hein, sans parler, y compris des relations avec les élus du personnel. C'est très compliqué d'être en relation, même si on le verra tout à l'heure, j'espère que je pourrai vous montrer quelque chose que nous avons lancé, des applications qui permettent nos droits et ma vie pro de rester en contact avec les salariés grâce au smartphone. Voilà, donc… Si je peux ajouter quelque chose à ce ouais, point-là, c'est qu'on a compris que le fait de travailler pour l'humain, c'était pas simplement produire sur le plan économique, qui bien entendu est le rôle premier du travail, mais le travail répond à un besoin psychologique profond de chaque être humain. Chaque être humain a besoin d'appartenir, de se sentir appartenir à un groupe, à un collectif, et il a aussi besoin d'être reconnu dans son rôle dans ce même collectif. Et c'est pour ça que travailler, c'est construire du lien humain. C'est pas simplement produire un bien ou un service, c'est aussi construire du lien humain. tout à fait. Tout à fait, on voit bien la place du travail est essentielle, y compris de plus en plus de nos jours, où c'est le lien d'appartenance par essence, c'est le lien qui sécurise l'individu, c'est ce qui lui permet de gagner sa vie, bien entendu, mais encore une fois, comme le dit Michel tout à fait justement, ça permet d'être avec les autres, ça permet de pouvoir vivre au quotidien, ça permet de pouvoir se créer au quotidien, d'être donc dans une relation d'échange. Toutes les études, d'ailleurs, le montrent. On a une situation assez, de ce point de vue-là, exemplaire, avec les études développées à l'université de Turin, donc département de médecine de Turin. Je vous renvoie aux études sur ce qu'on appelle les neurones en miroir, qui montrent que l'individu a absolument besoin, pour son équilibre, d'être en connexion avec les autres, et que chacun d'entre nous développe donc des capacités neuronales en miroir avec les autres pour faire preuve d'empathie, de sympathie, d'échange, etc. Ce qui lui permet de se construire. Alors, je crois que j'ai un problème puisque Michel a dû, à mon avis, il a dû avoir un problème de réseau sur Michel. Donc, je vais continuer hein, puisque on est engagé. Alors, ce que l'on peut voir aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle approche hein, du management qui apparaît, c'est-à-dire la nécessité comment dire, faire en sorte que pour pouvoir animer des collectifs en télétravail ou des collectifs qui reviennent d'une activité partielle, il est absolument nécessaire de faire preuve d'un savoir-faire managérial. Et on voit qu'aujourd'hui, le management a une grande difficulté à assumer cette possibilité-là. On voit que le management a été formé, mais aujourd'hui que la nouvelle période a montré les limites de cette formation et qu'il est absolument nécessaire de faire émerger une autre approche du management. Par ailleurs, on a vu qu'un grand nombre de cadres avaient été totalement disqualifiés dans la période d'encadrement, soit en tant qu'experts, soit en termes d'animation d'équipe. Quand vous animez une équipe de 30-35 personnes en présentiel, globalement, bon, avec un peu de management baladeur, ça va. Mais quand vous êtes à manager la même quantité de personnes, mais à distance, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, il faut le savoir, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, nous sommes je pense, dans une, comment dire, difficulté avec Michel, mais je vais essayer de le récupérer. Je me permets de continuer à avancer. Alors, autre aspect en termes de télétravail, c'est bien sûr les risques de délocalisation de l'activité qui ont commencé, on aura peut-être le temps d'en parler, et qui mettent une pression supplémentaire quand vous vous retrouvez en compétition avec des gens qui sont compétents, mais qui sont beaucoup moins chers parce qu'ils vivent dans d'autres pays, pas très loin d'ailleurs. Hein. J'ai eu un exemple, par exemple, d'une délocalisation d'activité comptable de Lyon en Algérie. Enfin bon, eh bien, une quinzaine de personnes qui avaient leur activité. L'activité a été transférée durant la crise
en Algérie. Bon, bah voilà, les gens qui sont sur Lyon ont perdu une partie de leur activité qui a été transférée en Algérie. Bon, sauf qu'en Algérie, les salaires sont quand même largement moindres qu'à Lyon. Et donc ça, c'était une source d'angoisse aussi supplémentaire pour les gens. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crise, comme on l'a rappelé, a généré une croissance du chômage et une très grande pauvreté, je dirais l'accentuation de la pauvreté. En fait, on a eu une grande dysrythmie sociale, c'est-à-dire des millions d'êtres humains qui, à un moment donné ou à un autre, n'ont pas pu, en fait, comment dire, se connecter. Chacun d'entre nous a son rythme propre et se connecte à des rythmes sociaux. Il y a une synchronisation. En fait, avec la crise, tout est gelé, tout est rentré dans une espèce de coma, et en fait, on a vécu une profonde dysrythmie sociale. C'est-à-dire que les gens ont été amenés à essayer, à être coupés des rythmes collectifs. Et donc, cette dysrythmie sociale a provoqué beaucoup de problèmes pour les gens qui avaient des habitudes, des routines, qui étaient calés sur des rails et qui ont dû effectivement s'adapter. Ça a été, y compris, très déstabilisateur pour une partie de la population. Et si on rajoute à cela le fait du désastre économique, puisqu'on a remplacé de l'activité par de l'endettement, hein, puisque les entreprises qui avaient perdu 4-5 mois d'activité, par exemple l'an dernier, ont eu la possibilité de prendre des plans, des prêts garantis par l'État, les PGE, ça a coûté près d'une quarantaine de milliards d'euros. Bon, bah, eh bien, le prêt, il est là, il a permis de maintien de l'activité, enfin, de la structure, sauf qu'à un moment donné, la structure, elle doit rembourser ce prêt, elle doit, comment dire, assumer des remboursements, et quand on arrête les comptes, puisque les lois comptables n'ont pas changé, bah, à un moment donné, on voit bien que l'endettement combiné à la chute de l'activité conduit à des fonds propres insuffisants, donc peut-être au dépôt de bilan, parce que c'est ça la réalité. Autant la crise a permis dans un premier temps d'éviter des dépôts de bilan, puisqu'on a à peu près chaque année, normalement, sur le long terme, on a à peu près 45 à 50 000 dépôts de bilan en France. On en a eu moins cette année, en 2020, parce que la crise a amené à financer, y compris les gens qui étaient en difficulté, qui auraient dû disparaître. Sauf que la situation risque d'être très compliquée bientôt et jusqu'à l'année prochaine, puisque, encore une fois, l'endettement majeur qui, en fait, va être celui-là de bon nombre d'entreprises, va générer, en fait, beaucoup de dépôts de bilan. Voilà. Et ça, tout le monde le comprend. Tout le monde comprend qu'à un moment donné, il va y avoir un atterrissage. Quand la poussière va retomber, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, Michel est revenu. Bravo, Michel. Non. Après, c'est ça, Ben, c'est les aléas. Ça peut arriver pour ceux qui télétravaillent, justement. Absolument, ben, ça arrive assez Donc, souvent, ça. en direct, on a eu les difficultés aussi de l'exercice, quoi. Mais Voilà, tout à fait. c'était pas volontaire du tout. Alors, je disais qu'il y avait aussi une très forte pression en matière économique et une très forte pression, y compris avec la croissance du chômage, hein, qui n'est pas finie peut-être, hein, puisque si demain on a un essorage économique comme on peut effectivement le redouter, comme les économistes sérieux le redoutent, avec un grand nombre de défaillances d'entreprises, on aura encore une fois une forte, y compris croissance en matière d'emploi. Voilà, donc avant de repasser la parole à Michel, je précise que donc les maladies ont été aussi renforcées, puisque un grand nombre de patients n'ont pas pu suivre, je dirais, les protocoles mis en place pour, je dirais, prendre en charge leurs maladies chroniques, hein, en matière, par exemple, de suivi cardiovasculaire, en matière de suivi en oncologie, etc. Enfin bon, il y a eu un grand nombre de malades qui ont été, non pas négligés, c'est pas le terme, mais qui ont été repoussés quelque part du fait de la maladie. Et donc, quand on discute, moi j'ai beaucoup d'amis médecins, on discute avec eux et on voit pas encore toutes les conséquences que ça aura, mais il est certain que l'interruption des programmes de prévention, de prise en charge, ou tout au moins leur report, aura des conséquences en matière de mortalité. De même, on voit aussi, on va en parler tout à l'heure, que sont apparus ce qu'on appelle d'autres syndromes, en particulier, je vais en parler tout à l'heure, le burn-out numérique, avec des gens qui
ont travaillé de manière démesurée et qui ont pété des câbles. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils étaient dans une très grande pression. On voit aussi, Michel va en parler mieux que moi, une croissance très forte du nombre de dépressions, puisque on a certaines études, dont une étude des psychiatres de Saint-Étienne, je ne sais pas si Michel la connaît, mais ont montré qu'il y avait une croissance très forte, puisqu'on est passé de 5 à 10% de la population dépressive en France à peu près 10 à 20%. C'est-à-dire qu'on a un doublement des dépressions en France, en sachant qu'à peu près 9 millions, d'après, je dirais, Santé publique France, ont connu un épisode de dépression dans leur vie. Donc voilà, donc ça, il faut effectivement en prendre compte. Il y a beaucoup de gens qui ont été fragilisés par cette période. Et puis, bien sûr, la question de l'acte suicidaire, on en parlait, d'ailleurs, on vous renvoie, Michel et moi, au livre que nous avons écrit ensemble, je cite Le suicide, un cri silencieux aux éditions du Cavalier Bleu, et qui montre effectivement combien cette situation peut générer une traînée de crises suicidaires du fait de l'éloignement du travail, de la perturbation des rythmes, de toutes les conséquences psychotraumatiques qui peuvent surgir aussi. Nous, par exemple, à Technologia, on a perdu quelqu'un du Covid. Bon, voilà, ça laisse des traces et toujours très impactant pour l'entourage professionnel et puis tous les malades qui ont pu être touchés. Donc, moi-même, je suis en relation avec bon nombre de services, par exemple le SAMU social, le SAMU pardon du 78, pas social, le SAMU de 78, et un médecin dernièrement qui est un de mes amis me disait qu'ils avaient effectivement énormément d'interventions pour des crises, des passages à l'acte suicidaire, comme les pompiers. Les pompiers sont aussi dans le même cas, parce que j'ai discuté moi avec des pompiers qui m'ont fait exactement la même déclaration. On a une croissance, mais on n'a pas de chiffres, hein, c'est toujours un même problème, de chiffres adaptés pour pouvoir réagir très vite. On sait qu'il y a un phénomène du fait de la crise, mais on ne peut pas vraiment le quantifier. Ça, c'est un peu près dommage. Voilà, donc je vais laisser la parole après à Michel pour aller sur les questions de dépression et après, je reviendrai vers vous. Bien, on reprend encore cet incident, hein, et j'espère qu'il n'aura pas trop perturbé le Non, fil ça a été. de notre. Mais je sais combien tu peux tenir la parole. Et simplement renchérir sur ce que tu as dit quand j'ai repris le cours de notre discussion. Je crois que beaucoup de gens se sont sentis abandonnés. Abandonnés. Je crois que c'est un mot qu'il faut avoir en tête, l'abandon, un sentiment d'abandon. Et souvent d'ailleurs complété d'un sentiment d'injustice. Parce que, comme je l'ai indiqué au tout début, autant le premier confinement a été sous le signe de l'égalité. Nous étions tous traités de la même façon. Autant à partir du deuxième confinement, il y a eu des traitements très différenciés entre les professions, entre les groupes d'âge aussi. On a beaucoup parlé, on y reviendra peut-être, de la jeunesse, et de la jeunesse des étudiants, mais pas seulement des étudiants, tous ceux aussi, les jeunes qui cherchaient leur premier boulot, etc. Et puis les personnes âgées. Et les personnes âgées, il faudrait quand même dénoncer le fait en interdisant la venue de familles, la visite des familles. Alors, il ne s'agissait pas évidemment d'ouvrir les portes à tout va et dire à toute la famille d'arriver d'un seul coup, mais au moins quelqu'un, une personne de la famille, au moins un contact par semaine, par exemple. Eh bien, même ça a été interdit. Et ça a été interdit sans raison sanitaire sérieuse. Je dis bien sans raison sanitaire sérieuse. Et je l'ai d'ailleurs dénoncé dans une pétition que j'ai lancée l'année dernière, en disant halte au huis clos dans les EHPAD. Eh bien, pourquoi je parle de ça? Évidemment, ça a eu des effets sur les personnes âgées elles-mêmes en premier, mais ça a eu aussi beaucoup d'effets sur les familles qui se sont senties d'abord coupables de ne pas pouvoir aller rendre visite à leurs proches et parfois cette culpabilité s'accompagnant d'une culpabilité du deuil, parce que vous savez aussi qu'on a interdit à des familles de voir le corps de leurs proches décédés. Et moi qui connais bien ces questions, je sais comment un deuil peut être traumatisant.
quand la personne n'a pas les possibilités de l'exprimer. Eh bien, ce deuil traumatisant, on va le revoir dans toute catégorie de la population, et notamment les actifs, les salariés actifs, les cadres actifs, etc., qui ont eu la douleur de perdre quelqu'un dans cette période d'interdit de visite. C'est quand même impensable qu'on en était jusque-là. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre l'idée que ce qui construit la personne humaine, c'est dans son rapport, dans son échange avec les autres, que ce soit au niveau familial ou au niveau social, ou voire au niveau même l'appartenance à un pays, à une nation. Nous avons tous besoin d'être reliés aux autres. Et pour en revenir alors au chômage, évidemment, le chômage a cet effet que j'ai d'ailleurs développé dans un ouvrage que j'avais écrit il y a 5 ans, le traumatisme du chômage, parce que c'est un moment de perte. Quand on perd son emploi, on perd plus que son emploi. Bien sûr, on perd son emploi en termes de revenus, mais là, c'est compensé, alors on peut dire plus ou moins bien compensé par les allocations chômage, mais on perd tout ce que le travail apporte à la personne. Le fait de travailler, encore une fois, lui apporte plus que son revenu financier, et c'est ça, cette perte. Et là, on va voir s'installer une dépression. Alors, puisqu'il est question de décrire plus précisément l'état dépressif se rassemble autour de ce qu'on appelle les 3 piliers de la dépression. Le premier ressenti de la dépression, c'est une fatigue. La personne déprimée, elle est fatiguée. Et parfois même, elle ne comprend pas pourquoi elle est fatiguée. Et parfois même, elle n'ose pas dire qu'elle est fatiguée. Parce que ce n'est pas correct, ce n'est pas politiquement correct dans la société d'aujourd'hui de dire qu'on est fatigué, même quand on l'est vraiment. Et la caractéristique de cette fatigue du dépressif, c'est une fatigue du matin. C'est une asthénie du matin. Et pourquoi c'est le matin? Eh bien, parce que c'est l'autre explication de la dépression, c'est le trouble du sommeil. Le déprimé dort mal, en tout cas dort mal la nuit, et c'est pour ça que souvent il a des endormissements pendant la journée. Et ce qui, évidemment, s'il est encore au travail, va rendre son activité beaucoup moins efficace, beaucoup moins efficiente, parce qu'il aura ce déséquilibre entre des moments de sommeil et des moments naturels d'activité. Alors ça, c'est le premier symptôme, la fatigue. Et si je puis dire, je puis laisser passer un message à tous ceux qui veulent bien nous écouter, quand on est fatigué, il faut se soigner. Il faut aller voir un médecin, un thérapeute, un psychologue, un médecin généraliste. Il faut en parler. La fatigue n'est pas normale, sauf si on peut l'expliquer par un effort absolument anormal qu'on a dû réaliser pour telle ou telle chose. Mais la fatigue, et notamment la fatigue liée au travail, n'est pas normale. Parce que le travail n'est pas fait pour fatiguer. Il est fait pour apporter, encore une fois, des choses à chaque être humain, mais il n'est pas fait pour le fatiguer. Et au-delà d'un certain seuil, le travail qui est normalement bénéfique à la personne humaine, il devient maléfique. Et ce bouleversement-là a comme premier symptôme la fatigue. Alors, c'est la fatigue, je viens de le dire. Le deuxième pilier de l'expression dépressive, c'est les idées noires. On a une vue pessimiste. C'est parfois des gens qui jusque-là étaient normalement optimistes, qui voyaient la vie de façon positive. Alors évidemment, on pourrait dire qu'avec la menace virale, on a tous eu tendance d'être un peu pessimiste, parce que c'est quelque chose qui nous est tombé dessus sans qu'on s'y prépare. Et Jean-Claude a eu raison de dire nous n'avons pas été préparés. On aurait pu avoir des messages pendant toute la première période. Quand on nous disait « restez chez vous », on aurait pu nous dire aussi comment se préparer, comment réagir à cette menace virale qui était diffuse, dont on ne savait pas que faire. Eh bien, ça n'a pas été fait. La seule chose qui a été faite, c'est qu'on a applaudi. C'était
une expression très spontanée de cette solidarité humaine qui s'est construite sans que personne ne nous l'impose. On a applaudi tous les soirs à 20 heures les soignants qui nous maintenaient en vie. Quand je dis nous, c'est un collectif, évidemment, ce n'est pas les individus. Ça, c'est le deuxième trépied, et c'est le pessimisme, c'est même jusqu'aux idées noires. Et les pensées suicidaires font partie, évidemment, sont à l'acmé de ces idées noires. Et puis, le troisième trépied, c'est la perte de goût. On n'a plus d'envie. L'humain a besoin d'envie. Alors, ça peut être diverses envies. Au-delà du travail, c'est l'envie de faire du sport, d'avoir une activité, de rencontrer les autres, de faire un bon repas, de partager, d'aller voir un bon film. Alors, évidemment, vous me direz que pendant cette période, les envies, on ne pouvait pas toujours bien les exprimer et que ça a contribué aussi à ce moment dépressif. Mais vous voyez que quand ces trois signes sont rassemblés, c'est-à-dire perte de force, perte d'énergie, fatigue, deuxièmement, perte d'envie, perte de goût et perte donc d'estime aussi, d'estime de soi, puisque derrière le goût, c'est l'appétence à aller vers les autres, l'appétence à vivre. Et troisièmement, les idées noires, vous avez là l'état dépressif qui est une urgence médicale. L'état dépressif installé, il faut le considérer comme une urgence médicale et non pas simplement comme quelque chose de spontané, une espèce de coup de blues là qu'on peut tous connaître. Évidemment, dans une journée même, on peut avoir des moments où on se sent moins bien, moins dynamique, etc. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit bien d'un état qui s'installe et qui ne lâche pas la personne, qui la prend comme une tenaille et il ne voit plus comment en sortir. Eh bien ça, c'est une urgence médicale, voir au plus vite son médecin généraliste qui éventuellement commencera un traitement avec des médicaments antidépresseurs, mais aussi en conseillant une psychothérapie et éventuellement avec un psychologue, etc., avec le recours à un psychiatre et dans certains cas, lorsque le risque suicidaire est dominant, alors l'urgence, il y a des services d'urgence psychiatrique dans tous les grands hôpitaux de France, eh bien, faire appel à ces urgences psychiatriques parce qu'elles ont été créées pour ça, répondre aux crises dépressives dans la population. Et après la dépression, eh bien, peut-être aborder le deuxième tableau qui est proche, qui est voisin de la dépression, mais qui n'est pas de la dépression, et j'y insiste, c'est le burn-out, parce que autant la dépression est liée, c'est une réaction à une situation globale de la personne, évidemment son travail, mais comme je viens de le dire, ses activités hors travail, ses liens familiaux, ses liens sociaux, etc. Le burn-out, c'est exclusivement lié au travail. Et c'est là où peut-être Jean-Claude va pouvoir maintenant introduire la question du burn-out sur laquelle nous allons ensemble essayer de progresser. Alors, merci Michel. Donc, vous aurez donc le support que l'on a présenté. Michel est revenu sur les points les plus importants en matière de dépression et puis sur des conseils très précis pour y faire face. Et donc, sur la question du burn-out, ce que l'on a vu, nous, on a fait plusieurs études très importantes au cours de l'année dernière, dont une étude que vous avez peut-être vue, qui était que nous avons menée avec France Info, France 2 et puis le journal Challenge. On a interrogé près de 3000 en fait élus du personnel, dirigeants de ressources humaines et on a fait plus de 50 entretiens. Et en fait, ce qui est très intéressant, ce qui est apparu, c'est que l'effet, il y a un effet zoom au sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'il y a bon nombre de salariés qui ont été mis donc à distance par le télétravail en particulier et qui se sont retrouvés à travailler de manière démesurée pour démontrer en fait qu'ils étaient présents à leur employeur. Parfois, les employés, les salariés avaient en fait la crainte de perdre leur job ou ils s'imaginaient pouvoir effectivement peut-être sortir de l'entreprise. Donc, il y a eu des effets
de démarche sacrificielle, c'est-à-dire que les gens, pour préserver leur boulot, se sont mis à travailler démesurément de 8 heures du matin à 22 heures le soir, quoi, en fait, hein, quelquefois. Donc, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, y compris en termes de physiologique, hein, puisque quand vous travaillez trop en étant toujours assis, ça a des conséquences au niveau oculaire, ça a des conséquences en matière cardiovasculaire. Une étude, par exemple, de l'Assemblée nationale a montré que pendant la période, il y avait une prise de poids en moyenne de 3 à 4 kilos chez les individus. Donc, vous voyez, c'est quand même… voilà, donc là, je vais présenter, puisqu'il faut qu'on avance pour prendre quelques questions, mais la question du burn-out. Alors, le burn-out, s'il faut comprendre, c'est un phénomène qui est complexe et qui réunit deux dimensions. La première dimension, c'est ce qu'on appelle la réponse à des exigences professionnelles démesurées. Et là, en fait, cette approche se combine, hein, donc le travail excessif se combine avec ce qu'on appelle le travail compulsif. Le travail compulsif, c'est quand les gens se disent « je ne peux pas ne pas travailler beaucoup ». Pourquoi les gens se disent cela? Pourquoi les gens se disent « je ne peux pas ne pas travailler beaucoup » Tout simplement parce qu'ils se sentent dans une situation de précarité, ils se sentent sous la pression qu'ils ont intériorisée et donc ils vont donner le maximum d'eux-mêmes pour répondre, je dirais, aux exigences professionnelles. Et quand vous avez des exigences démesurées avec un travail compulsif, les deux peuvent donner effectivement ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement professionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la combinaison des deux qui va conduire l'individu dans une logique où il peut sacrifier sa santé. Pourquoi? Ce n'est pas inéluctable. On pourrait très bien avoir quelqu'un qui se dise « j'ai des demandes très fortes sur le plan professionnel. Par exemple, mon boss me demande le vendredi soir de rendre un dossier pour le lundi matin. Ça veut dire que je vais travailler tout le week-end. Je peux très bien dire non, je ne travaille pas tout le week-end. Je vous rendrai ce dossier-là mercredi prochain. On peut donc mettre le travail à distance. De même, le manager éclairé peut très bien dire à un de ses salariés non, non, tu fais une pause ce vendredi, tu ne vas pas travailler tout le week-end, tu te reposes, tu as ta famille, etc. Donc, il peut y avoir effectivement interruption de cette combinaison du travail excessif et du travail compulsif. Mais très souvent, en fait, les deux se combinent, c'est-à-dire qu'on a des exigences démesurées qui vont nourrir un travail compulsif et donc on va passer très vite, et là je vais faire le schéma, vous allez comprendre, de ce qu'on appelle l'engagement avec le plaisir au travail vers le surengagement. En fait, cette première phase de l'engagement est normale, comme l'a expliqué Michel. Le travail est très important dans nos vies, c'est ce qui nous permet, bien sûr, de gagner notre vie, mais beaucoup plus que cela, c'est-à-dire de nous créer au quotidien, d'être avec les autres, de trouver un lien social, alors que tous les autres liens tendent à disparaître aujourd'hui. Parce que les grandes familles idéologiques se sont écroulées, les grandes familles religieuses se sont écroulées, le folklore dans les campagnes s'est écroulé, et donc le travail reste le lien par excellence. Bon, le lien sécure par excellence. Donc il suffit de voir, d'ailleurs, on l'a vu avec Michel, dans le livre qu'on a publié ensemble, le fait est que, par exemple, les chômeurs ou les gens en précarité se donnent beaucoup plus la mort que les gens qui sont en activité. Le travail reste un facteur de protection. Donc, ceci dit, bon, malgré tout, il faut bien voir aussi que quand les gens travaillent trop, ils peuvent se mettre en risque. Donc, quand les gens travaillent trop, ils vont passer de la phase d'engagement à la phase de surengagement. La phase de surengagement, c'est quand, par exemple, vous êtes sans arrêt, vous commencez à sacrifier un grand nombre d'activités à côté du travail. Vous par exemple, les activités sportives, les activités culturelles, alors là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, enfin, dans la période qui est récente, mais bon, voilà, c'est toutes les activités qui, en fait, accompagnent la vie d'un être humain. Et quand la personne, pour faire face à l'exigence de travail, sacrifie tout à côté, elle est dans le surengagement. Le surengagement, il est compréhensible dans certaines professions. Par exemple, vous êtes fiscaliste, par exemple, de février jusqu'à juin, vous allez travailler un peu plus. Vous êtes dans le surengagement, puis après, ça va se calmer. De même, quand vous êtes conseiller ministériel, vous allez travailler pendant 2 ans de votre vie comme un dératé, parce que vous travaillez de 8 heures du matin à 23 heures le soir. Voilà, et tous les jours quasiment de la semaine. Donc, il y a des phases qui peuvent être temporaires et qui peuvent être maîtrisées. Ceci dit, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que de plus en plus, les gens sont amenés à être en surengagement permanent. Il y a une incitation de la part des employeurs, publics comme privés,
à être dans le surengagement, à travailler dans l'urgence, dans un mode dégradé. Et ce surengagement permanent, à un moment donné, épuise les réserves de l'individu. Pourquoi? Parce que quand vous avez un temps fort, quand vous êtes dans un stress aigu, un stress chronique, vous allez dépenser beaucoup d'énergie. Et cette énergie, il faut la récupérer. Et si vous ne la récupérez pas, et à un moment donné, vous allez vous mettre en grande difficulté. Et là, c'est là ce qu'on appelle la phase 4. La phase 4, c'est quand l'individu se met dans une phase d'acharnement frénétique. C'est-à-dire que c'est un peu comme le hurdler, enfin le sauteur de haie. Vous connaissez le 100 mètres haie, le 110 mètres haie. La personne, elle saute les haies les unes après les autres. Elle regarde la haie qui vient. Elle ne regarde pas au loin parce que sinon, elle n'y arriverait pas. Elle saute les haies après. Puis à un moment donné, elle n'en peut plus. Elle se plante. Eh bien, c'est la même chose. L'acharnement frénétique, la personne, elle se met en mode robot pour pouvoir vraiment répondre à toutes les sollicitations qui sont les siennes. Elle est sans arrêt à courir après le temps, à saccader ses activités, à faire face dans l'urgence de manière dégradée. Et là, effectivement, très souvent, parce que elle fait trop de choses, elle est trop prise par le temps, elle est trop souvent dans l'urgence, elle fait des erreurs. Et là, absolument, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que la reconnaissance qu'elle avait obtenue en phase 1 et en phase 2, la reconnaissance qui est une véritable nourriture sur le plan narcissique, eh bien cette reconnaissance, elle va disparaître du jour au lendemain parce que les boîtes n'ont pas de mémoire. Et donc la personne commence à faire des erreurs, plutôt d'essayer de comprendre pourquoi elle fait des erreurs, pourquoi la personne va mal, etc. Et de lui dire, attends, repose-toi pour revenir un peu, je dirais, dans de meilleures conditions et travailler, faire un travail de qualité. Eh bien, très souvent, c'est qu'est-ce qui se passe? Vous nous avez habitués à mieux, qu'est-ce que c'est que ce bordel, etc. Et donc la personne est là, chahuté, mis en difficulté encore plus, plutôt que d'être aidé. Donc, vous voyez, et là, ça, c'est très important de le comprendre, c'est que cette perte de reconnaissance va avoir comme conséquence sur la personne véritablement un déchirement parce que la personne considère qu'elle a tout donné, qu'elle a fait le maximum pour s'adapter, pour répondre aux demandes. Et là, elle reçoit en retour, même si elle a fait des erreurs, elle reçoit en retour véritablement une claque. Elle n'a pas cette reconnaissance qu'elle espérait obtenir. Et donc, très souvent d'ailleurs, très souvent, pour terminer, après, je laisse parler à Michel, on retrouve aussi ce qu'on appelle à ce stade-là le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que la personne commence à douter d'elle-même, commence à être en difficulté parce qu'elle se pose des questions, elle a des échecs. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, Nadal avait été tombé dans les profondeurs du classement pendant quelques mois. Pourquoi? Parce qu'il a fait un burn-out. Il expliquait lui-même, moi j'ai vu à un moment donné, qu'il ne savait plus comment se mettre sur le court, il ne savait plus comment mettre sa raquette, est-ce qu'il devait être devant, derrière, il était dans la confusion. Eh bien, ça arrive très souvent. Quand vous êtes dans une situation où vous donnez sans arrêt, que vous perdez vos repères, que vous, en plus, on vous fait des réprimandes, que vous perdez la reconnaissance, que vous n'êtes plus le cador que vous pensiez être, eh bien, à un moment donné, vous vous posez des questions, vous dites, est-ce que c'est pas de moi dont viennent les problèmes? Et donc, vous avez cette interrogation qui peut conduire jusqu'à une crise identitaire et qui peuvent conduire même jusqu'à un passage à l'acte suicidaire. Et donc, il faut faire très attention. C'est une véritable, comment dire, une spirale négative qui peut apporter l'individu. Et pour terminer, je termine Michel, je termine après, je fais le commentaire du… Ce qui peut se passer, effectivement, c'est que les gens, à ce niveau-là, ayant y compris affronté un certain nombre de symptômes, de syndromes, etc., comme on le voit dans le schéma, je n'ai pas trop le temps de le commenter, eh bien, très souvent, au bout du bout, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un effondrement. L'effondrement, ça peut prendre différentes formes. L'AVC, l'infarctus, ça peut être, y compris, bien entendu, la dépression d'épuisement, qui est différente de la dépression classique. Michel pourra bien sûr l'expliquer. Et puis, y compris le passage à l'acte suicidaire. Voilà, donc, parce que le burn-out est un facteur prédictif de suicide. Voilà, en fait, donc, il faut faire très attention parce que, effectivement, les outils numériques, parce que les gens ont eu peur, parce que les gens ont été sous forte pression, le télétravail a favorisé cette montée du burn-out numérique. Et dernière chose, très souvent, l'encadrement intermédiaire, les cadres ont été très touchés. Je ne parle pas du top management, je parle de l'encadrement intermédiaire. Parce que ces gens-là ont dû contrôler. Quand vous contrôlez 30 personnes en proximité, c'est assez simple. Quand vous en contrôlez 30, entre guillemets, contrôlés à distance, c'est beaucoup plus compliqué et c'est répétitif, c'est lassant et ça pose beaucoup de problèmes. Alors, je crois que tu as parfaitement décrit la dernière période du burn-out. Enfin, je préfère d'ailleurs parler d'épuisement professionnel
que de Ouais. burn-out. Tu as parfaitement décrit, et tu l'as décrit autour de deux réalités, l'extrême fatigue et la dévalorisation. La dévalorisation, à la fois la dévalorisation euh, de l'employeur, par l'employeur ou par le patron, le N plus 1, plus 2, plus 3, et puis par soi-même. On intègre cette défaillance personnelle comme si elle était notre fait, notre culpabilité. Et donc, c'est des symptômes qui ressemblent très fort à la dépression. Et cette personne qui vient nous voir en tant que médecin, en nous expliquant tout ça, on peut soit la qualifier de dépressive, soit, soit reconnaître l'épuisement professionnel. Et évidemment, l'approche clinique, l'approche diagnostique et l'approche thérapeutique ne sera pas du tout la même. Et pour qu'on ne se trompe pas de diagnostic, c'est-à-dire pour qu'on fasse le bon diagnostic qui, en l'occurrence, est l'épuisement professionnel, il faut absolument que cet épuisement professionnel soit reconnu en maladie professionnelle. Tant que ce ne sera pas le cas, on pourra faire autant de conférences qu'on veut, on pourra avoir tous les discours les plus convaincants que l'on veut, mais il restera cette frontière qui ne pourra pas être franchie par les médecins eux-mêmes, parce que si les médecins savent que tel individu qui présente un épuisement professionnel, on va immédiatement le déclarer en maladie professionnelle, si on continue à le soigner au titre de la dépression, c'est-à-dire de la maladie générale qui relève non pas de la maladie professionnelle, mais de l'assurance maladie, qui est prise en charge par tout le monde, eh bien, on passera à côté à la fois de la réponse pour la personne concernée, mais aussi au niveau de la réponse sociale. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces maladies professionnelles qui ne sont pas reconnues, eh bien, c'est la sécurité sociale dans sa globalité qui doit les prendre en charge, qui doit payer les soins, qui doit payer éventuellement les difficultés sociales qui s'y ajoutent, parce qu'après, il peut y avoir un dérèglement, une dégradation totale de la santé de l'individu, et tout ça, ça coûte cher, mais ce n'est pas l'employeur qui le prend en charge, puisque ce n'est pas reconnu en maladie professionnelle. Et je pense qu'on y arrivera, il faut y arriver, il faut convaincre qu'il s'agit bien d'une maladie professionnelle, au même titre que quand on a une douleur lombaire, parce qu'on fait trop d'efforts avec sa colonne vertébrale, eh bien, on est reconnu en maladie professionnelle. Quand on a du diabète qui est lié à son travail, eh bien, on est en maladie professionnelle, mais il n'y a qu'un élément qui ne l'est pas encore, c'est tout ce qui est des maladies psychologiques, comme si la maladie psychologique était quelque chose qui était purement interne à l'individu, alors qu'il est lié aux réalités sociales et notamment aux réalités de travail. Et si je peux lancer un appel avec tous ceux qui nous écoutent, oui, il y a urgence à reconnaître l'épuisement professionnel et ses effets très délétères sur la psychologie des personnes en maladie professionnelle, mais il ne faudra pas en rester là. Il faudra reconnaître aussi les effets psychologiques qui sont eux aussi intenses, non pas de l'épuisement, mais du harcèlement moral au travail en maladie professionnelle. Il faut faire tout ça de façon à deux choses, bien soigner les personnes et surtout, parce que derrière ça, c'est l'obligation pour l'employeur, prévenir les situations harcelantes, prévenir l'épuisement professionnel dans les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, parce que comme tu l'as parfaitement dit, dans les entreprises publiques, il se passe les mêmes choses, les mêmes contraintes que dans les entreprises privées. Voilà un objectif qui peut rassembler l'ensemble des Français. Alors, sur cet aspect-là, moi, je vous renvoie au livre qu'on a publié avec deux autres médecins du travail qui s'appelle Idées reçues sur le burn-out, où on développe effectivement cette nécessité de reconnaissance. Mais ce que je voudrais, c'est laisser la parole s'il y a des questions qui se posent. Il nous reste quelques minutes, donc on peut répondre à pas mal de questions. Peut-être donc les questions qui ont été présentées. On n'est pas là, je vois pas. Donc, alors, sur la question du télétravail,
le télétravail n'est pas vécu de la même façon par tous. Il a également des atouts et peut aussi être source de créativité. Le télétravail, encore une fois, a des avantages, moins de CO2, donc l'empreinte humaine, moins de fatigue, une meilleure articulation des temps sociaux qu'on l'a choisi. C'est vrai que travailler chez soi ou travailler en open space, c'est pas la même chose. On a beaucoup plus de facilité. Ceci dit, encore une fois, il a beaucoup d'inconvénients. Il ne faut pas en faire la panacée. Et il faut penser télétravail avec le travail en présentiel. Pour moi, la bonne formule, c'est vraiment d'avoir 2 jours par semaine maximum. Pourquoi? Parce que vous perdez en créativité, vous perdez, et ça, on n'a pas le temps de le développer, mais moi, j'ai travaillé sur les incidences du télétravail sur l'intelligence collective, et c'est évident qu'on perd énormément en intelligence collective et en créativité et en sérendipité. Alors après… Une chose de plus, c'est souvent lié, enfin, ce qu'apporte le télétravail, c'est d'éviter le transport au travail. Oui. Et les comptes, parce qu'il faut aussi dire que certains travailleurs arrivent fatigués à leur travail du fait de ces conditions de transport, Bien sûr. notamment de certains transports collectifs ou transports individuels avec les bouchons pour arriver à son travail. C'est-à-dire que le travail fatigue, non pas par sa réalité propre, mais par les conditions globales qui font qu'on doit aller sur son lieu de travail en fonction de son lieu de vie. Et ça peut renvoyer aussi à tout l'épisode qu'on a parlé des Gilets jaunes, où il y avait bien ce problème de lien entre vie et travail. Et puis, deuxième chose, je crois que j'ai compris à cette occasion-là, où on a tous été en visioconférence ou en visio ceci, visio cela, c'est qu'en fait, l'humain, notre cerveau fonctionne dans le temps, mais il fonctionne aussi dans l'espace. On parle de temps de travail et je pense qu'on devrait parler d'espace-temps de travail. C'est-à-dire qu'on relie l'environnement avec le temps. Quand je suis à mon travail, je ne suis pas chez moi. Quand je suis chez moi, je ne suis pas en train de participer à un sport. Quand je suis à mon sport, je ne suis pas en train de partager un repas avec des amis. Donc, notre cerveau associe temps et espace. Et s'il n'a plus qu'un seul espace, alors le temps devient confus et on mélange temps de travail et temps d'occupation pour sa famille, etc. Et finalement, on se sent complètement prisonnier du travail. Prisonnier du travail. Et ça participe donc à cet épuisement professionnel dont on vient de parler. C'est pour ça que oui, le télétravail, c'est un plus à condition justement que ce soit considéré comme un complément, comme un ajout et non pas comme une substitution. Il ne faut pas substituer le télétravail au travail. Alors après, une autre question sur la saturation de la demande de psy. Comment faire voir de l'espoir dans le traitement de la santé au travail? Je te laisse répondre, Michel, à ça. Oui, alors vous posez la saturation. Vous pouvez poser une vraie question parce que la saturation des services de médecine au travail, elle est liée au fait qu'on manque cruellement de médecins du travail et qu'on manque réellement de psychologues du travail. Et que ça, on n'aura pas la réponse avant quelques années. Parce que c'est l'incurie des pouvoirs publics qui se sont succédés, qui ont fait qu'aujourd'hui, la démographie médicale n'est pas en capacité de répondre à tous les besoins. Alors, on manque de psychiatres, vous le savez, on manque de gynécologues, enfin, on manque de tout, on manque de médecins généralistes, et il y aura une période d'adaptation difficile, parce qu'il va falloir quand même essayer de répondre au mieux à toutes ces demandes de soins. Et je crois qu'on y arrivera si justement on décide vraiment tous ensemble, employeurs et employés et représentants des employés, de faire de la prévention. La prévention, c'est possible. Et en France, en dehors d'autres pays, mais en France, on n'a pas vraiment la culture de la prévention. Alors, on va répondre peut-être plus condensé parce qu'on a beaucoup de questions. Alors, sur le plan physique, les médecins généralistes signalent des dysfonctionnements articulaires en télétravail. Les salariés restent trop longtemps assis. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure. Moi, par exemple, hier, j'étais avec un salarié qui, au cours a eu une phlébite parce qu'il ne bougeait pas suffisamment. Donc, et il a failli, d'ailleurs, il a failli il a eu une embolie pulmonaire, il a failli mourir parce que justement l'inactivité conduit à ce risque
quand vous êtes dans la sédentarité tout le temps, ça peut avoir comme conséquence, lorsque vous ne bougez pas suffisamment, d'avoir des risques cardiovasculaires accrus. On l'a vu avec la prise de poids, avec les problèmes de sommeil, on l'a vu aussi avec l'isolement. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, dans le pays, vous avez 9 millions de personnes qui vivent seules, et sur ces 9 millions, il y en a à peu près entre 3 et 4 millions qui sont en activité professionnelle. Alors, le célibat peut être choisi, il peut être volontaire, mais parfois, il est subi. Donc, si vous rajoutez l'isolement social à l'isolement professionnel, vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour les personnes qui sont confrontées sans arrêt à la solitude. Ça peut être très difficile. Alors, une autre question, pour tous les services numériques, la sollicitation a fini de déconstruire un concept naissant en Europe, le droit à la déconnexion. Comment aborder un nouveau cadre de travail avec des horaires? Voilà, on avait répondu déjà tout à l'heure sur la porosité. Michel vient de répondre sur la confusion entre l'espace-temps. Je ne reviens pas là-dessus. Alors après, outre le burn-out, les cas de bore-out et de burn-out ont tous très certainement été multipliés. Un bilan sérieux par des instances indépendantes devrait être fait, mais aussi du télétravail. Oui, effectivement, on a parlé du burn-out. Je dirais simplement un mot là-dessus. On a constaté aussi dans cette période des personnes qui ont été totalement oubliées. Moi, j'ai eu par exemple quelqu'un qui m'a appelé, qui était, pour ne pas le citer, quelqu'un de la RATP, et qui était prévu dans les lignes, et après plusieurs semaines, il n'avait toujours pas été contacté. Et donc, il était très inquiet, il était très mal, parce qu'il avait peur pour son emploi, il ne comprenait pas pourquoi, alors qu'il était en fait normalement actif, pourquoi en fait, bon, je me suis occupé du dossier, et en fait, il est apparu que son supérieur hiérarchique direct avait perdu son épouse, elle-même contaminée, et que effectivement son supérieur hiérarchique était complètement out déjà et ça avait donc des effets sur, je dirais, la personne qui était concernée. Mais la désorganisation liée à la pandémie a aussi, encore une fois, conduit bon nombre de personnes à être totalement oubliées et à être très mal, parce que quand vous ne travaillez pas et quand vous êtes relégué dans l'oubli, dans l'isolement, ça peut être aussi très destructeur pour l'individu. Et par ailleurs, pour terminer sur la question du burn-out, c'est-à-dire le mouvement perpétuel qui peut conduire, y compris à des troubles d'ordre des pathologies psychiques telles que l'a expliqué tout à l'heure Michel, on voit aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que bon nombre d'employeurs considèrent que le télétravail est le pendant d'une réduction massive des surfaces professionnelles. On le voit, c'est très net, il y a même des accords qui se signent, qui vont dans ce sens-là. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que il y a des restructurations en permanence. Parce que quand vous réduisez, par exemple, je pense à une grande entreprise du CAC 40 qui a conclu un accord de jusqu'à 4 jours par semaine pour les salariés, avec réduction de 40% de la surface professionnelle sur Paris, vous imaginez, les régions parisiennes, eh bien derrière, c'est des tas de restructurations pour pouvoir organiser le travail dans des espaces réduits. Donc, c'est des gens qui déménagent, c'est des gens qui travaillent avec d'autres personnes, c'est des processus qui sont revus, c'est des restructurations en permanence. Et là, c'est pareil, tout ce mouvement peut effectivement conduire à bon nombre de problèmes. Et là, vous pouvez appeler des experts, comme vous le savez, comme Technologia ou d'autres, pour travailler avec vous là-dessus. Alors, peut-être une question pour Michel. Comment? Oui, non, je voudrais compléter ce que tu viens de dire. Certainement qu'à la rentrée, en mois de septembre, si la menace virale est effectivement laissée au loin, eh bien, on va reprendre le travail de façon plus normale, on peut dire, mais enfin, en tout cas, en s'adaptant à la nouvelle situation. Et ce que je propose, c'est que dans chaque entreprise, il y ait un bilan de santé des salariés qui reviennent, en leur demandant dans quel état ils se trouvent et surtout qu'est-ce qui les a le plus marqués pendant la période écoulée. Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais ça peut se faire à une entreprise de 10, 20 personnes. Voilà, on répond à un petit questionnaire et on se rend compte à ce moment-là des effets qu'ont encore cette période de presque 2 ans
qu'on a dû vivre tous ensemble et on pourra prendre des mesures préventives parce qu'on connaîtra mieux l'état de santé des salariés, des cadres et de tous ceux qui contribuent à l'action commune. Voilà, je crois que ce serait bien que ce soit un mot d'ordre partagé par toutes les entreprises. Alors, Michel, tu as répondu en faisant ça à plusieurs questions. Il y avait une question qui était comment remobiliser un collaborateur déprimé à son retour sur site. Bon, là, tu viens de répondre. Comment, alors, une autre question, qui peut agir pour que toutes ces maladies soient reconnues en maladies professionnelles et comment? Alors, peut-être, je réponds rapidement là-dessus. Pour pouvoir être reconnu au titre du burn-out ou de toute pathologie psychique, aujourd'hui, il n'y a pas de tableau. Donc, il n'y a pas de tableau d'ordre de maladie professionnelle. Un tableau, c'est quoi? Un tableau, c'est le constat de la maladie et de ses effets. Le premier tableau, c'était celui du plomb, il y a à peu près 100 ans, ce qui a permis effectivement d'éviter à chaque fois de monter un dossier. Le médecin, il a le médecin inspecteur de la sécurité sociale, quand il a un tableau, il a à peu près la maladie, il a à peu près le tableau, et ça va très vite, on gère beaucoup plus rapidement. Mais quand il n'y a pas de tableau, il faut monter un dossier, passer devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et pour passer devant ce comité, il faut instruire un dossier. Et pour instruire ce dossier, il faut obligatoirement démontrer que on a une incidence de la pathologie en termes d'IPP, d'incapacité permanente professionnelle, de l'ordre de 25%. 25%, c'est juste énorme. Ça veut dire, par exemple, en matière de psychologique, c'est en clair une tentative de suicide avec des séquelles. Vous voyez, toutes les dépressions, par exemple, liées à l'épuisement professionnel, se situent entre 12 et 15%. Donc, elles sont en fait en dessous, enfin, en général. Mais voilà, donc le vrai problème, il est le verrou mis à l'entrée qui empêche les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de faire leur boulot. Et ce qui fait qu'en fait, on transfère, comme l'a expliqué très bien Michel tout à l'heure, le traitement de ces pathologies sur la branche, non pas qui devrait être pris en charge par la branche AT-MP, financée par les employeurs, la branche Action du travail, maladie professionnelle, financée par les employeurs, c'est en fait ce flux de personnes qui sont en très grande difficulté psychologique du fait de leur travail, qui ont été fragilisées, eh bien, sont transférées sur la branche donc de la maladie, financée par les salariés et pris en charge donc dans ce cadre-là. Et donc là, il y a une hérésie. Oui. Il faut trouver en fait une autre manière de faire. Mais c'est compliqué parce qu'il y a effectivement un blocage. Oui, il y a un blocage. Il faut dire d'où il vient ce blocage. Parce que je l'ai connu, ce blocage, au Conseil économique et social, lorsque j'étais le rapporteur de l'avis sur le harcèlement moral au travail, qui d'ailleurs, avis qui a donné la loi ensuite qui sanctionne le harcèlement moral au travail. Ce blocage, il s'appelle le MEDEF. Le MEDEF ne veut absolument pas de reconnaissance en maladie professionnelle, ni du burn-out, ni du harcèlement moral au travail, ni du surstress. Il n'en veut pas. Et il s'appuie sur une déclaration de l'Académie de médecine, comme si l'Académie de médecine était forcément compétente sur un domaine qu'elle connaît mal. Donc, ce que je dis, c'est aux salariés eux-mêmes de s'emparer de cette question et de revendiquer la reconnaissance en maladie professionnelle de tous ces troubles psychologiques qui sont graves, encore une fois, qui sont graves sur la santé, parce que c'est pas parce que c'est psychologique que c'est moins grave qu'une atteinte comme un cancer, etc. La dépression, en dehors même du risque suicidaire qui évidemment peut entraîner la mort de la personne, mais la dépression atteint la santé globale des personnes et même leur espérance de vie diminue. Donc voilà, il faut qu'on prenne tout ça ensemble et qu'on a su mener des batailles. Eh bien, ça sera une bataille sociale pour les années qui viennent. Alors peut-être parce qu'il faut conclure. Donc là, effectivement, il y a une question sur les cadres intermédiaires. On a répondu qu'effectivement, les cadres intermédiaires sont en très grande difficulté. Sur la question de la mutation du management archaïque actuellement, ce qu'il faudrait faire, là, il faudrait certainement une autre conférence, tellement on a à la fois de la formation initiale, de la formation professionnelle, dans la culture des entreprises, il y a beaucoup à mener. Sur la question du transport, est-il toujours la première cause de stress? Je vous renvoie à l'étude on a fait 2 études là-dessus sur le stress lié au transport en commun. Quand vous faites en région parisienne, par exemple, 1h30 de transport avec des retards, avec la promiscuité, la chaleur, etc., eh bien, c'est sûr que vous êtes en stress quand vous arrivez chez votre employeur. Mais je vous renvoie, vous tapez
Technologia, stress dans les transports en commun, vous verrez, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Que pensez-vous des lignes psy mises à disposition par l'employeur? Ça peut être utile, mais ce n'est absolument pas l'essentiel. La ligne psy, la ligne verte, le numéro vert peut être utile, effectivement, comme dispositif d'urgence, mais ça ne peut pas remplacer une véritable politique de prévention primaire et secondaire. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut travailler. Bon, la ligne psy peut parfois être utile pour éviter des accidents. Ceci dit, en fait, bon nombre d'employeurs ont considéré qu'à partir du moment où ils avaient mis la ligne psy en place, eh ben, ils avaient fait leur job. Non, c'est pas d'ailleurs, la réglementation, l'inspection du travail le précise bien, la ligne psy n'est absolument pas suffisante en matière de prévention pour satisfaire à ses obligations de moyens renforcés en santé et sécurité. Après, autre question, que pensez-vous du flex office? Alors là, le flex office, c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Ça mériterait là encore une conférence en soi. On voit bien que aujourd'hui, c'est la tendance à récupérer coûte que coûte, je dirais, des mètres carrés pour éviter donc des loyers ou de l'achat immobilier, mais ça met en tension très forte les salariés qui n'ont plus d'espace, comme l'a expliqué très bien Michel tout à l'heure, espace cerveau, donc des espaces rassurants pour travailler, puisqu'à chaque fois chacun arrive et doit être affecté par un concierge à une place donnée. Donc il faut savoir qu'en général les salariés ont des relations, ont des amitiés, aiment bien travailler, retrouver des uns et trouver les autres. Donc, quand là, encore une fois, ça change de manière permanente. Et ce que je voulais vous dire aussi là-dessus, on a beaucoup travaillé, regardez sur le site de Technologia, les Américains qui avaient mis ça en place dans les années, il y a encore quelques années, font machine arrière totalement sur le flex office. Ils ont totalement abandonné le flex office, alors que nous, on continue à vouloir enclencher des processus de flex office. Là-dessus, vous regardez, nous, on travaille beaucoup sur les questions de déménagement et d'aménagement des locaux, et on a montré, y compris dans l'étude, par exemple, le grand déménagement de France Télécom dernièrement, où 37 CHSCT nous avaient mandaté, le projet Bridge, on l'a étudié, on a montré effectivement les conséquences que ça pouvait avoir sur la santé. Après, sur la question des espaces coworking, oui, vous avez raison. Un espace coworking peut être, pour plutôt que de revenir travailler au centre de Paris, subir les encombrements ou les transports en commun, un espace de coworking, pas très loin de chez soi, peut parfois être la solution temporaire ou subsidiaire. Ça peut être quelque part une solution qui peut être intéressante. Alors, je regarde, j'ai à peu près tout terminé, j'ai quasiment… au Japon, le burn-out est reconnu comme maladie professionnelle. Il faut institutionnaliser les métiers de psychologue au travail. On va y tendre. Oui, vous avez raison. On a quand même beaucoup de retard. Michel l'a dit. Hein, le burn-out qui peut conduire à la mort, aussi au Japon, est reconnu aujourd'hui, c'est vrai. Mais en France, on en est un peu loin quand même. Hein. Regardez le rapport de Gérard Sebaoun, l'ancien député de l'Oise, qui a animé une commission que nous avions demandé d'ailleurs avec Michel, puisqu'on a lancé une campagne pour une meilleure reconnaissance du burn-out. Eh bien, son rapport à l'époque, en février 2017, je terminerai là-dessus, avec Yves Sancy, qui était député de l'Aveyron, hein, qui était républicain, Sebaoun était PS, donc les deux étaient les deux forces dominantes au sein de l'Assemblée nationale, et les deux forces dominantes au sein de l'Assemblée nationale proposaient d'abaisser le seuil, comme moi je l'avais réclamé, comme Michel l'avait réclamé, de 25% à 10%, le seuil d'admission des dossiers au niveau des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Eh bien, pour l'instant, ça n'a pas été du tout mis en place, ça n'a pas été discuté, on a laissé en l'état la situation, ce qui fait qu'aujourd'hui, la personne qui va mal, qui demande une reconnaissance, on lui dit non, on la rejette, et donc ce qui accroît son trouble, parce que en fait, elle est niée dans son état. Et deuxième aspect, Michel l'a expliqué aussi, quand vous niez en fait ces troubles-là, vous ne pouvez pas en discuter en entreprise. Quand vous avez une maladie professionnelle qui est reconnue au sein d'une entreprise, il faut l'inscrire dans le document unique. Il faut en discuter avec les représentants du personnel. Mais si cette maladie n'est pas reconnue en tant que telle, c'est simplement une fragilité de l'individu qui a craqué. On voit que dans certaines boîtes, vous avez chaque année 5% des effectifs qui sortent en burn-out.
Donc, c'est pas une question de fragilité personnelle, c'est une question de pression démesurée qui porte sur les gens. Eh bien, on ne peut pas, à partir de là, simplement trouver la possibilité de, mettre en débat et on n'a pas les statistiques, on n'a pas la connaissance, on peut pas mettre en débat, on peut pas donc de faire de la prévention. Parce que tout simplement, quand on commence à aborder le cas de ces personnes qui partent, il faut savoir qu'un burn-out, c'est en général 9 mois d'arrêt en maladie. 9 mois d'arrêt maladie en moyenne. Eh bien, ces gens-là, quand on pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, etc., quand les élus veulent s'emparer de la question, ils disent, ah non, 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 c'est un dossier privé, secret médical, on n'en parle pas, ça regarde la personne, sa famille, voilà, fermez le banc. Et donc, on n'arrive pas à mettre en débat les situations professionnelles, on n'arrive pas à questionner l'organisation du travail parce que tout simplement, on renvoie la difficulté non pas à l'organisation, à la pression managériale, à l'incitation au surengagement, au toujours produire plus et parfois pas forcément avec des moyens suffisants, mais on renvoie ça à une fragilité de l'individu, à une difficulté de l'individu. Vous voyez, donc, c'est ça qui est quand même très compliqué en matière de prévention. Alors qu'en fait, il devrait y avoir vraiment une reconnaissance, l'inscrire au document unique, le mettre en débat pour dire, voilà, on a tant de maladies professionnelles dans l'année ou d'accidents du travail, bah, il faut qu'on en réduise, qu'est-ce qu'on met en place pour faire en sorte de limiter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Parce que là, y compris, comme l'a expliqué tout à fait justement Michel, quand vous avez une reconnaissance en maladie professionnelle, vous touchez l'employeur ou au portefeuille. Et là, quand vous touchez au portefeuille, parce que ça accroît le coût des cotisations d'ordre sécurité sociale, eh bien, ça oblige à mettre en place des préventions parce que ça coûte cher. Quand vous avez le coût, ben, après, il faut le dirigeant va aller chercher ça dans son cockpit. Voilà. Jean-Claude, si Michel, tu peut-être un dernier mot, puis après on conclut. Ouais. Oui, vas-y. Oui, je dis le dernier mot. Non, non, mais je vais dire mon dernier mot parce que je vais être obligé aussi de vous quitter, vu l'heure qu'il est. Et je fais suite à ce que tu viens de dire. Je crois que dans ces situations professionnelles particulières, il faut retenir la formule suivante. Les gens ne sont pas fragiles, ils sont fragilisés. Ouais. Et ça change tout. Ça change tout pour eux-mêmes, pour le regard qu'ils portent par rapport à leurs propres difficultés, et ça change aussi pour la société, car la cause, c'est pas eux, c'est le travail tel qu'il est organisé et tel qu'il y a des pressions qui sont faites pour toujours plus de production au dépit de la santé des humains. Voilà, je vais en rester là-dessus et je vous remercie de nous avoir écoutés pendant, et merci Jean-Claude pour cet échange. Merci à toi Michel. Merci à tous. Hein. J'espère que bon, il y a eu un peu de flottement parce qu'on a eu une rupture, mais globalement, ça s'est tenu. Donc, vous pourrez retrouver bien sûr cet enregistrement pour ceux qui veulent le récupérer. Et puis, vraiment, à bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous n'êtes pas trop ennuyés. Ça a passé tellement vite que, bon, voilà. Donc, comme toujours, merci encore et à bientôt. Et à bientôt. Au revoir.